Souvent, à la Brain, on te demande de la data, de chiffrer l'impact de tes actions, et c'est quand même le terrain où c'est plus difficile à chiffrer. Quand tu lances un nouveau pays, c'est là où tu te rends compte de la puissance du coup de la brand et de la notoriété. On va suivre le canal influence au global. Ça m'intéresse qu'on parle entre le service brand et la perf. Dans les techniques de tracking, il est intéressant, certes. Parce que comme je suis aussi bien picousée que tes perfs, ce que tu disais sur le fait que tu as peut-être moins d'audience, t'as pas forcément moins d'audience, mais tu vas la payer plus cher. L'acquisition en e-commerce est devenue un challenge corsé. C'est pourquoi, en tant que marketeurs, nous devons redoubler d'efforts pour diversifier nos canaux d'acquisition et maximiser la rentabilité de nos campagnes. Et pour vous aider, je vous invite à découvrir Chainable, le partenaire de cette saison de l'effet marketing. Chainable, c'est un outil qui vous permet de centraliser le déploiement de votre catalogue produit et de vos annonces publicitaires sur tous vos leviers d'acquisition, comme le search, le shopping, les réseaux sociaux, les marketplaces et même l'affiliation. Résultat, vous diffusez sur plusieurs canaux en respectant les codes de chaque plateforme pour maximiser votre ROI. Chainable accompagne plus de 10 000 entreprises en Europe comme Teddy Bear, Comptoir des Cotonniers ou encore Greenwoods. Et c'est vraiment une solution que je recommande à tous mes clients e-commerçants. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en description pour essayer gratuitement Chainable et demander une démo. En marketing, on oppose souvent la brand et la performance. La brand, c'est toutes les actions liées à la communication et à la notoriété d'une marque, alors que la performance, ce sont plutôt toutes les actions qui vont être liées à l'acquisition et au growth. Les deux servent un même objectif, celui de générer un maximum de business, mais certes sur une temporalité différente. La brand sur le long terme et l'acquisition sur le court terme. Et dans cet épisode, on va parler d'une entreprise qui a expérimenté les synergies entre brand et performance et qui maîtrise aujourd'hui très bien son sujet. Cette entreprise, c'est Wikaza. Wikaza, c'est le site et l'app des services à domicile qui a été créé en 2016. L'entreprise propose du ménage, de la garde d'enfants et des services bien-être. Et pour parler brand et performance, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Fanny Knussmann, qui est Head of Brand et Communication chez Wikaza, et Marine Errand, qui est Head of Acquisition et CRM chez Wikaza. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Hello Fanny, hello Marine. Salut Léa. Salut Léa. Bienvenue sur le podcast. Très contente de vous recevoir pour ce premier épisode à 3 voix. On est très contente d'inaugurer ce format. Et ce que je vous propose peut-être pour démarrer du coup l'épisode, c'est qu'on mette les pieds dans le plat en parlant, j'ai envie de dire, d'un sujet qui est présent chez beaucoup de boîtes. C'est le fait que les organisations, on se rend compte, sont souvent silotées entre les différentes équipes. Donc, c'est le cas pour plusieurs équipes, mais du coup, notamment les équipes brand et les équipes performance. J'aimerais bien, pour démarrer cet épisode, un peu avoir votre ressenti et à votre avis, pourquoi, en fait, c'est souvent le cas dans les entreprises que ces types d'équipes soient silotées. Déjà, on ne vient pas en prétendant savoir ce qui se passe dans les autres boîtes. C'est vrai qu'on a des signaux qui nous parviennent. Ouais. Et on est hyper content d'être là pour parler de notre modèle. Mais c'est vrai que on ne sait pas à chaque fois comment ça se passe dans chaque boîte. Ce qui est sûr, comme tu le dis, il doit y avoir des problématiques structurelles. À un moment, si tu es siloté dans l'organisation de ton entreprise et que tu ne fais pas partie d'une même équipe, que tu peux être sur des concurrences de budget, qu'il faut à chaque fois en faire des caisses pour pouvoir affirmer la légitimité de ton service, c'est quand même compliqué d'être aligné avec une autre équipe. Donc, il y a un truc vraiment, je pense, purement structurel. Et puis lié aussi à la culture d'entreprise. Est-ce que tu as des patrons qui croient dans ta marque ou qui sont très orientés perf? Il doit aussi y avoir des patrons qui ne sont que marque et moins orientés perf, mais bon, globalement, on est quand même souvent sur la perf. Ouais, c'est vrai que ça dépend aussi beaucoup de la culture d'entreprise et ce qui est infusé au démarrage. Soit tu as vraiment cette orientation perf très présente et ou justement cette orientation aussi brand qui va faire du coup assez logiquement la différence dans l'organisation qu'il va y avoir après au sein de l'entreprise. Et justement, ça m'intéresse qu'on parle, vous, de votre entreprise de Wikaza, parce que je trouve que du coup, votre organisation, vous, elle est particulière, c'est pas le mot, mais plutôt, on la voit pas souvent. Et c'est pour ça que je trouve que c'est super inspirant de pouvoir en parler, savoir, vous, du coup, pourquoi vous avez cette organisation actuelle, c'est-à-dire vraiment une très forte synergie entre le service brand et la perf. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été vraiment impulsé dès le début, dès la vision des fondateurs. Donc, c'est nous qui avons construit ce modèle-là, Marine et moi, on en est hyper fiers, mais c'est vrai qu'on était vraiment sur de bons rails dès le départ. Donc, pour te remettre un petit peu d'historique, moi, je suis arrivée chez Wikaza il y a 7 ans, avec une étiquette plutôt généraliste de responsable marketing. Mais en vrai, à l'époque, ils n'avaient pas
acheté une head of brand, ils avaient acheté plutôt un cerveau droit. Dans une équipe de cerveau gauche, très rationnel, plutôt ingénieur. Ils avaient l'intuition qu'il manquait peut-être la compétence plus branding, storytelling, enfin voilà. Et je suis arrivée dans ce cadre-là. Et très vite, en fait, ce qui a été très, très rassurant pour moi, c'est qu'on a tout de suite été incubés. On avait gagné un concours et on a été incubés dans une agence de branding. Et on a fait 15 jours de travail sur des focus groups, sur la plateforme de marque. Et il y avait beaucoup d'intérêt des fondateurs déjà dès le début. Et à l'époque, on était 7, je crois. Okay. Et déjà, il y avait l'envie de construire une marque forte. Et aussi dans le discours, tu vois, quand tu as des fondateurs qui te racontent qu'ils veulent construire une entreprise hyper solide, eh bien, ça va avec une marque solide, en fait. Et dans leur discours, je trouve que c'était déjà très présent. Donc, finalement, la structuration actuelle, elle s'est faite, je crois, peut-être 2 ans après mon arrivée, avec le recrutement de Marine. Et c'est là où on a assumé le service brand et le service acquisition comme étant les 2 facettes du marketing. Pour compléter ce que disait Fanny, effectivement, on était sur des bons rails, mais aussi le fait, par exemple, d'avoir inclus Fanny dans le processus de mon recrutement, donc il y a quasiment 5 ans. Je pense que ça a été important parce que c'était un face-à-face toutes les deux où on a pu se découvrir, se rencontrer et aussi un peu se choisir parce qu'en fait, si ça n'avait pas matché, je pense que ça ne se serait pas fait. Et ça permet voilà, de poser de super bonnes bases dès le départ. Et du coup, quand vous êtes toutes les deux arrivées dans la boîte, vous aviez déjà cette vision de l'organisation que ça allait prendre ou ça s'est vraiment du coup façonné au fur et à mesure et les rôles se sont un peu dispatchés naturellement, j'ai envie de dire. Comment ça s'est passé si on reprend un petit peu l'historique? En tout cas, quand moi je suis arrivée, c'était quand même assez clair les périmètres de chacune, puisque justement mon recrutement permettait de bien... le périmètre n'était pas forcément ultra précis, mais en tout cas de faire un gros découpage. Et puis petit à petit, on s'est ajusté évidemment. Mais, Ouais, c'est ça, on a construit, on a un peu déroulé le fil. Moi, je vais vraiment souvenir des fondateurs qui m'ont beaucoup préparé. Vous allez travailler ensemble. Et vraiment ce truc de main dans la main et qui en fait, était très sain et nous a permis ensuite de construire avec beaucoup d'autonomie le modèle, la structuration des équipes. Mais oui, ça venait des fondateurs quand même. Ouais, et c'est chouette du coup parce que dès le démarrage, vous aviez cette vision de binôme duo que vous alliez former au service du coup du marketing de la boîte. Complètement. Et du coup, en termes d'organisation et de structuration de vos équipes, aujourd'hui, ça donne quoi très concrètement ? Alors, je peux commencer avec la brand. Moi, j'ai 4 pôles. J'ai un pôle qui va être sur toute la partie contenu. C'est le Creative Studio, avec des brand designers qui vont réaliser des photos, des vidéos, enfin tous les contenus dont on a besoin. On a un pôle brand customer, donc avec un brand manager qui est polyvalent sur toutes les thématiques B2C. Okay. On a un pôle qui est dédié à la communication, où là, ça va être tout ce qui est hors relation client, donc tout ce qui est partie prenante. En fait, tu as les influenceurs, les journalistes, et très important chez nous, le collectif des professionnels partenaires. Et le dernier pôle, ça va être sur l'international pour déployer la marque, pour l'instant au UK et bientôt dans plein d'autres pays. Ok. Côté acquisition, on a 3 pôles pour le moment. Un pôle en charge de l'acquisition de nouveaux clients. Donc en fait, ensuite, il y a une organisation par expertise avec du SEA, du offline, des social ads, du SEO principalement. Un pôle en charge de l'acquisition de professionnels. Donc en fait, comme on est une marketplace, voilà, on travaille vraiment les deux audiences. Et puis une 3e personne qui va être web app analyst. Comme on a cette problématique d'être à la fois un site web, une app, il y a pas mal de sujets de tracking, de tagging et d'autres joyeusetés. Et du coup, concrètement, comment il se matérialise cet alignement que vous avez entre vos 2 équipes aujourd'hui ? Ouais, complètement. En fait, suivant les sujets, il va y avoir vraiment Fanny et moi, on est impliqués au quotidien dans assez peu de problématiques parce qu'il y a des binômes qui se sont créés en fonction des sujets traités. Donc, sur le UK, évidemment, côté Fanny, il va y avoir la brand manager du BI qui va travailler avec une des personnes côté acquisition de mon côté en fonction du sujet travaillé. Donc, si c'est pour des campagnes offline, ça va être une personne, si c'est le SEO, une autre, etc. Donc en fait, il va y avoir des binômes par thématique. Et c'est assez naturel puisqu'ils sentent très bien qu'ils ont besoin l'un de l'autre pour avancer plus vite et de manière plus efficace aussi. Et au niveau des objectifs que vous avez et du budget, est-ce que tout est mutualisé ? Comment est-ce que vous fonctionnez ? Alors oui, il y a un budget marketing et on a tous la lisibilité dessus, que ce soit donc l'équipe de Marine ou chez moi. Pour tout ce qui est le pilotage du budget mensuel avec des objectifs d'acquisition, évidemment, c'est vraiment l'équipe de Marine qui va être honneur et qui va être engagée sur ce budget et qui va aussi, je pense, avoir le plus de ce stress de tenir ce budget. Mais en fait, de mon côté, ce qui est intéressant, c'est qu'ils en ont conscience, ils connaissent les budgets.
Et tu as un truc un peu déjà de partage d'informations qui se fait de manière très fluide, c'est-à-dire que quand il y a une variation de budget, une grosse enveloppe à placer rapidement et tout, j'ai tout de suite l'info, des fois plus vite par mon équipe que par Marie. Et ça les motive à fond. Ouais, il faut aider, il faut aider la Kiss, il faut placer cette campagne. Et du coup, tu as une émulation collective pour réussir à produire le contenu qui va bien et à sortir une campagne très rapidement. Ouais, donc vous avez vraiment ce fait de bosser ensemble et de se dire on a un objectif commun, un budget commun. Certes, il y a des budgets qui vont être plutôt alloués à certaines campagnes brand et d'autres plutôt liés à la perf, mais de manière générale, vous fonctionnez vraiment main dans la main et vous avez des KPI du coup communs et vous dites ok, comment on va atteindre ces KPI-là et comment on se répartit les tâches entre nos deux teams. Ouais, complètement. Et si on parle des KPI en particulier, en fait, assez basiquement, côté acquisition, ça va être acquérir un nombre de clients donné avec un budget donné, un nombre de pros, enfin un nombre de leads pour les sales. Mais il y a aussi cet objectif plus moyen terme à l'année d'atteindre un niveau de notoriété. Donc en fait, c'est comme ça qu'on arrive aussi à réunir les deux équipes sur des objectifs qui sont cohérents et qui ne sont pas en contradiction l'un de l'autre, quoi. Et du coup, quand vous avez un projet ou une action du coup que vous devez lancer, comment est-ce que vous vous organisez en interne? Vous faites un brainstorm du coup collectif de vous dire ok, comment on va se répartir les tâches ensuite? Comment est-ce que concrètement, peut-être avec un exemple, vous articulez ça? Oui, alors déjà, je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit, parce que pour nous, c'est pas forcément naturel. Tu vois, quand tu dis ça va être une campagne brand et plutôt ça, tout à fait. En fait, on fonctionne pas comme ça. Ouais, c'est un biais. Tu vois, on a des campagnes et on se dit, ok, comment cette campagne va servir peut-être plus la perf sur ce coup-ci ou plus la noto sur ce coup-ci. Mais c'est toujours entremêlé, en fait. Okay. Les deux vont toujours ensemble. Et donc, on n'a pas une logique par canal. On n'est pas, là, on va travailler un canal noto et là, un canal perf. Donc voilà, c'est vraiment, tout est hyper mixé. Et tu nous demandais un exemple. Je peux peut-être te parler de l'influence, qui est vraiment un canal entre nos deux équipes. L'influence, aujourd'hui, c'est géré chez moi, mais c'est géré à la perf. Ok. Donc, c'est pas du tout courant. Historiquement, en fait, c'était un canal, comme à chaque fois qu'on ouvre un nouveau canal, on teste. Et quand tu testes, t'es assez libre parce que déjà, tu vas pas mettre ton énorme budget dessus, tu vas y aller petit à petit. Et on a testé, après une campagne de bus, je crois, qui avait pas trop fonctionné, où c'était dit, tiens, on peut peut-être essayer en influence. Bref. On a commencé à mettre les pieds dedans. Et en fait, on a trouvé très vite assez sain de surveiller le coût d'acquisition, en fait, et d'avoir un tableau. Donc, j'ai mon tableau qui ressemble à un tableau géré par la Kiss, où tu vois exactement, après chaque prise de parole, combien un influenceur a généré de nouveaux clients. Pour moi, par exemple, c'est un truc hyper rassurant. C'est-à-dire que souvent, à la Brain, on te demande de la data, de chiffrer l'impact de tes actions, et c'est quand même le terrain où c'est plus difficile à chiffrer. Et là, sur ce terreau influence, je suis hyper contente parce que j'ai un truc mais carré, et je sais exactement, j'ai pu faire la preuve de l'apport vraiment perf hyper concret que ça apporte. Et ça m'a donné confiance pour ensuite élargir le spectre et passer sur des actions d'influence un peu plus orientées noto, brand content, où je me détends un petit peu sur le partage de codes promo, le discours commercial, pour aller dans un truc un peu plus ouvert et un peu plus long terme, justement. Et du coup, typiquement, sur ce genre de campagne-là, c'est quoi les KPI que vous allez suivre? Alors, on va avoir le coût d'acquisition d'un nouveau client. Alors, ce modèle d'attribution, c'est peut-être le plus limpide parce que c'est au code promo. Et après, Marine va checker aussi sur le déclaratif en enquête de SAT, mais elle t'en parlera sûrement plus tard. Et après, par exemple, il y a un nouveau KPI qu'on regarde qui est hyper intéressant, c'est du download d'app. Avec du lien traqué, tu vas de voir combien on a généré de téléchargements de l'app. Et en fait, ça donne aussi une donnée un peu intermédiaire avant de la conversion encore plus court terme et qui pourrait s'apparenter à de la considération dans le domaine brand. C'est-à-dire, voilà, tu as fait un premier pas, tu as été intéressé par Wikasa, tu as téléchargé l'app. Et vous, du coup, côté perf, comment est-ce que vous vous impliquez dans ce type de campagne-là, si on continue sur l'exemple de l'influence, parce que je trouve qu'il est très parlant pour le coup. Ouais, mais je pense qu'on challenge un peu la team brand pour que tout soit bien traqué, déjà, basiquement. Donc, c'est assez simpliste de dire ça, mais finalement, effectivement, comme on va suivre le canal influence au global. Après, ce qu'on a envie de savoir, c'est quels influenceurs performent mieux que d'autres. Et c'est un peu notre vie au quotidien de discriminer, d'arbitrer. Donc voilà, donc de peut-être
les pousser un petit peu à traquer au code promo, à l'app download. Et donc, et quand on voit des pics de trafic inexpliqués, on se dit, il y a eu une prise de parole influence qui n'a pas été traquée et c'est complètement OK. On se parle et on sait que c'est dû à ça. Donc, je pense que... Et puis, on peut aider aussi au passage sur quelques formules Excel. Mais globalement, on est très content que ce soit géré dans l'équipe de Fanny puisque on considère que l'apport, en fait, dans les techniques de tracking, de suivi des CAC, etc., il est intéressant, certes. Mais là où la team brand va apporter énormément de valeur, c'est sur le discours de marque qui vont tenir en fait auprès des influenceurs, de les imbiber de notre identité, de notre discours, de nos éléments différenciants. Et ça, ils le font beaucoup mieux que dans notre équipe, où on est quand même plus analytique, peut-être un peu moins à l'aise à l'oral, etc., un peu moins coach, parce que les influenceurs, il faut quand même les prendre par la main, les relancer, etc. C'est beaucoup de... En fait, c'est beaucoup de communication. Donc, c'est très bien que ce soit chez Fanny, et puis on va les épauler sur les sujets qui peuvent être... un petit peu des bloqueurs. Et c'est là où tu vois que c'est vraiment puissant en fait de travailler les deux en parallèle parce que on a un peu ce truc de se dire, et c'est la réalité que la brand va plutôt avoir aidé sur le business de la marque sur le plus long terme et la perf plutôt sur le court terme. Mais en fait, les deux se nourrissent l'un l'autre aussi pour chaque action. De la brand sur du long terme perfusé avec de la perf et un bon tracking, ça aide aussi. Et à l'inverse, de la perf du coup servie par la brand, ça convertit beaucoup mieux. Donc, du coup, est-ce que vous remarquez aussi ces synergies-là qui font que, du coup, vous avez encore plus d'impact ? Je suis globalement d'accord avec le brand, c'est long terme, la perf, c'est court terme. En vrai, en fait, la brand, en tout cas chez Wikasa, de la manière dont c'est géré dans l'équipe de Fanny, c'est aussi un service qui est responsable de la production de contenu, d'ads, etc. Donc, en fait, à partir du moment où ce sont eux qui vont nous livrer les ads qu'on va brancher, qu'on va utiliser, qu'on va afficher, en fait, ils servent directement une cause court terme aussi. Donc, c'est quand même assez indissociable, en tout cas sur la partie prod d'ads. Et puis après, là, peut-être que je pourrais évoquer, en tout cas, ça me fait penser à ça, le sujet du UK. Donc, c'est notre deuxième marché. On est présent en France depuis 2016 et au UK depuis 2021. C'est notre deuxième marché. En fait, on a été très, 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 très héroïste dans ce pays. On a fait vraiment les canaux traditionnels, le search, les social ads. Et puis, à un moment, on a un peu atteint un plateau un plateau de croissance. Alors que on reste beaucoup plus petit au UK qu'en France, même si on est super content de nos performances. On a atteint un plateau et on s'est dit... franchement, il faut qu'on y aille, il faut qu'on fasse une campagne un peu plus top of funnel. On a fait de l'affichage à Londres. Et là, il s'est vraiment passé quelque chose, en fait. C'est toujours hyper difficile à mesurer à court terme, mais en fait, ça a débloqué un seuil de croissance qu'on n'arrivait plus à livrer. Et je trouve que ça a été un bon exemple parce que sur la France, on le faisait depuis le début, des campagnes plus noto, colorées plus notoriété. Et au UK, on a mis du temps avant de le faire. On a commencé 2 ans après la naissance du UK, donc on a vraiment mis du temps. Et en fait, ça nous permet de cranter et on en refait assez fréquemment maintenant parce que ça marche super bien. C'est un super exemple. En plus, ça, pour le coup, c'est vraiment un cas que je vois dans beaucoup de boîtes que du coup, quand tu lances un nouveau pays, c'est là où tu te rends compte de la puissance du coup de la brand et de la notoriété. Exactement. Et de la notoriété, tu te dis ah ouais, en fait, c'est pas très mesurable, mais en fait là, on le mesure assez facilement. Ça marche beaucoup moins bien quand la brand n'est pas là pour pousser la marque et la faire rayonner. Exactement. Complètement. Du coup, est-ce que vous avez des exemples peut-être d'autres leviers sur lesquels vous pouvez avoir des synergies comme ça entre vos deux teams ? On peut te parler d'un exemple récent qui date de cet été, qui est le podcast. Tu connais bien ce format. Alors cet été, on a imaginé avec Marine une campagne multicanale plutôt teintée notoriété. Okay. Parce que d'habitude, l'été, on fait de la télé. On n'a pas pu en faire cette année, comme je pense énormément de gens avec les Jeux Olympiques. Donc, on avait envie de faire d'étendre un peu sur les coûts d'acquisition client et de faire une campagne plutôt teintée noto. Et surtout, on s'est dit c'est une opportunité d'aller tester des nouveaux canaux. Donc, on en a testé plusieurs et on a testé notamment le podcast. Donc, le podcast, c'est un truc qu'on avait envie de faire dans les deux équipes. Donc, il y avait une conviction, je pense, à la base qui nous a vachement motivés pour aller tâter un peu ce terrain. Et en fait, tu peux te dire dans un cas de figure comme ça, est-ce que c'est géré côté brand, côté perf, côté acquise ? Mais en fait, avant de tester le canal, on ne sait pas si ça va être un canal plutôt orienté noto ou plutôt orienté perf. Donc, on est obligés de travailler ensemble et surtout, on l'a fait avec grand plaisir parce qu'on était contentes tous de tester un nouveau canal. On s'est rendu compte qu'il y avait des enjeux, notamment de type de contenu, parce que tu as plein de manières de sponsoriser un podcast et il y a notamment le pré-roll avec le message préenregistré ou le host read où c'est donc la personne qui anime le podcast qui va lire ton
ton message publicitaire. Et moi, je croyais vachement dans le format Ostread et j'avais envie de tester un podcast un peu affinitaire. Donc voilà, j'avais envie d'aller dans le côté un peu très quali du message. Et donc, j'ai testé ça de mon côté. Et peut-être, Marine, si je veux dire, de votre côté, vous avez testé autre chose? Ouais, mais nous, on se refait pas. En fait, c'est vrai que l'idée de mettre tous les œufs dans le même panier, ça nous effraie toujours. Donc, la première variable discriminante, ça a été plus le CPM. Donc, on est passé par une plateforme d'achat multi-podcast. Et on a acheté, du coup, au CPM un peu moins coûteux, qui est le pré-roll, en fait, enregistré. Mais tu vois, en fait, le fait d'en avoir discuté avec l'équipe de Fanny Avance, on l'a choisi en connaissance de cause et en ayant vraiment la connaissance de tous les types de formats qui pouvaient exister et de leur niveau de qualité aussi, de création d'attachement, etc. et de liberté aussi de texte. Donc je pense que c'était intéressant d'avoir cette nourrie en fait mutuellement des échanges qu'on a pu avoir. Et même le sujet du CPM, du coup, c'est évidemment une métrique que Fanny a pris en compte quand elle a regardé le coût de son achat en Ostread. Donc en fait, je pense que c'est vraiment hyper intéressant de travailler de cette manière-là. Ouais, en plus, là, je trouve que l'exemple est parfait parce que tu as vraiment du coup les deux possibilités. Donc c'est vraiment un super exemple. Typiquement, pour peut-être préciser pour nos auditeurs, la partie pré-roll, on est plutôt comme sur un spot type radio où en fait, ça va être du coup un spot publicitaire diffusé par l'entreprise. Et du coup, là, on a vraiment une logique de volume et du coup de CPM, de coût par mille, de diffuser le message au maximum à un plus gros volume de personnes possible. Là où sur la partie Ostread, du coup, c'est l'animateur, l'hôte du podcast qui va s'imprégner du coup du discours, qui va pouvoir en parler, partager son retour d'expérience. Et on a du coup cette dimension plus humaine et du coup plus quali, on va dire, dans le sens où c'est plus personnalisé. Et peut-être qu'il y aura moins d'audience sur ces types de formats-là, mais où tu vas avoir du coup plus cette dimension personnalisée. C'est intéressant de voir que là, vous avez bien identifié du coup les deux types de campagnes que vous pouviez lancer. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que vous avez lancé les deux finalement? Ouais, complètement. On a lancé les deux campagnes avec des budgets assez comparables. Ok. Et on a un peu du mal à l'admettre côté acquise, mais et maintenant que tu le formules comme ça, en fait, je me dis que c'est assez normal que ça ait performé comme ça. Mais globalement, si on regarde, on va regarder deux choses. On va regarder le coût d'acquisition direct parce que les retombées, tu les as vraiment immédiatement. On est début septembre, donc on les a déjà. On le regarde de deux manières. Du coup, on va regarder la source podcast dans l'enquête déclarative. Donc aux clients qui ont acheté cet été, on va leur demander comment ils ont connu Wikasa, et puis on va regarder à quel point le podcast ressort. Donc c'est intéressant, mais ça nous permet pas c'est comme pour l'influence, ça nous permet pas de savoir lequel a mieux marché. Et donc après, en termes d'usage de code promo, puisqu'il y avait un code promo qui était diffusé dans la publicité podcast, il y a eu beaucoup plus d'usage en Ostread. Donc on s'est dit, on va continuer là-dessus. Okay. Et je pense que c'est intéressant parce qu'en fait, à la fin, on a choisi une campagne qu'on pensait être plus perf-orientée, mais qui faisait plus de l'audience de masse. Donc en fait, qui s'apparente plus à un canal affichage ou télé, plus awareness-driven, alors qu'on est l'équipe perf. Donc c'est amusant de se dire ça, là où Fanny a préféré de l'ultra-quali et finalement peut-être un peu plus bottom-of funnel et qui a converti immédiatement. Mais parce que comme je suis aussi bien picousée que des perfs, ce que tu disais sur le fait que tu as peut-être moins d'audience, en fait, non, t'as pas forcément moins d'audience, mais tu vas la payer plus cher. Oui, c'est ça. Moi, je suis immergée dans les CPM et l'enjeu, justement, de payer un CPM très abordable. En fait, j'ai vachement négocié aussi pour avoir un CPM qui soit intéressant. Et si je travaillais pas avec Marine et avec toute l'équipe acquise, tu vois, j'aurais pas eu ce réflexe. Je me disais, ok, c'est quali, c'est cher, c'est comme ça. Et en fait, oui, mais je voulais un super CPM aussi, tu vois. Et typiquement, tu vois, sur ce genre d'action, parce que ça me fait penser un peu à l'affichage aussi, tu vois, quand vous aviez du coup ce côté tracking avec les codes promo dans le podcast, comment est-ce que vous faites pour mesurer aussi plutôt la partie notoriété comme on a un peu en affichage? Je sais que souvent, pour avoir eu plusieurs retours d'expérience, vous me direz d'ailleurs, ça m'intéresse si c'est votre cas, que sur les campagnes d'affichage où on essaye de mettre des QR codes, on se rend compte qu'en fait, ils sont très peu scannés et on sait que ça a un impact, mais ce scan de QR code n'est pas forcément le plus représentatif. Est-ce que vous avez senti aussi cet effet sur la partie code promo podcast ou pas forcément? Est-ce que les comportements sont similaires ou pas? Il y a beaucoup moins de déperdition en podcast qu'en affichage. En affichage, il n'y a clairement pas de scan de QR code, je suis d'accord. À la limite, il y a un peu de code promo, on l'a testé une fois pour voir. Mais en podcast, il y a eu un peu d'usage de code promo. Mais globalement, ce qui nous a convaincus sur le fait que le CAC était intéressant à explorer, après, on est nouveaux sur ce sujet. Donc, c'est quand même ce qui est apparu dans l'enquête déclarative. Autrement dit, si on ne s'était fié qu'à l'usage des codes promo, on aurait été, je pense, super déçus de la campagne.
Ok. Alors c'est qu'en enquête intéressant. déclarative, oui, il y a plus de volume. En même temps, c'est difficile de retenir le code, etc. Ouais. Enfin, c'est pas si évident. Et puis après, côté Fanny, on a aussi la mise en place d'un brand tracker à peu près tous les 3 mois, donc qui va Ok. viser à évaluer notre niveau de notoriété. Ouais. Et ça, il n'a pas encore tourné. Enfin, il arrive sous peu. Il arrive Mais, bientôt. Ce qui est difficile, c'est sur le brand tracker, il faut quand même commencer à arriver dans des bons volumes de dépenses pour commencer à faire bouger. C'est un niveau national et tout. Donc, à chaque fois, on augmente la taille du panel pour pouvoir zoomer plus D'accord. précisément dans les zones urbaines ou sur des sujets sociaux-démos pour voir un peu. Mais c'est vrai que quand tu es sur des tests comme ça, là, on t'a donné un exemple un peu de canal qu'on était en train de découvrir. C'est compliqué de le voir tout de Oui. suite dans le brand tracker. Mais c'est vrai que sur le long terme, tu le vois. Ou quand tu fais de la télé, évidemment, tu le vois et c'est très fort. Ça m'intéresse de creuser cette partie brand tracker. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous utilisez un outil que par trimestre? Savoir comment ça se passe? Alors, on a un brand tracker qu'on fait avec YouGov. Ok. Et c'est très bien foutu. Tu choisis tes questions et tu Ok. peux le suivre. Tu as tout l'historique. Là, on doit en être au point 11 ou 12, je sais plus. Donc, tu vois vraiment l'évolution de ta notoriété assistée. Et puis, tu peux faire évoluer tes questions. Nous, on a les sources de notoriété pour savoir comment Ok. les gens ont connu Wikasa. Et ça permet de boucler avec les sources de notoriété côté client chez Marine. Et justement, ouais, tu me fais la transition parfaite pour savoir. On a évoqué plusieurs fois le CPA déclaratif. Peut-être tu peux nous faire un topo là-dessus parce que là aussi, je trouve que c'est intéressant comme modèle d'attribution que vous avez. Oui, complètement. Bah, c'est un modèle qui revient un peu à la mode dernièrement. J'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui en parlent. Chez nous, en fait, on a la chance immense de profiter de ce modèle depuis les débuts de Wikasa. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe depuis 2016. Donc, on ne surfe pas sur une tendance récente et on a vraiment de l'historique hyper important. Je le mentionnais à plusieurs reprises, mais concrètement, on va poser la question à tous les nouveaux clients qu'on acquiert de savoir comment ils nous ont connus. Ensuite, on va, en fait, comme on n'a jamais 100% de répondants, on va utiliser des pourcentages et puis projeter un volume de clients acquis sur chacun des canaux travaillés. Et ça va nous permettre de calculer, en rapprochant ce volume de clients des investissements publicitaires, mais ça nous permet de calculer nos CAC, qu'on appelle CAC déclaratifs, CPA déclaratifs, donc coût d'acquisition des canaux travaillés. Et en fait, pour compléter ce que disait Fanny, on est aussi capable de calculer, grâce au brand tracker, le coût de notoriété par canal. Et ensuite, quand on fait une lecture, alors moi je dis verticale parce que je visualise la donnée comme ça, mais quand on fait une lecture par canal en fait de ce qui se passe, on va voir que en fait on va être capable de dire que pour Wikasa, en fait de la manière dont on travaille le marketing, la télé par exemple ou même l'influence vont être en proportion 3 fois plus awareness driven, donc 3 fois plus notoriété, enfin générateur de notoriété que de perf par exemple. Et à l'inverse, sans surprise, Google va être 3 fois plus perf-driven que awareness-driven. Donc, en fait, on va avoir tous nos canaux comme ça qu'on va pouvoir regarder. Et puis, au milieu, c'est intéressant de mentionner les social ads qui vont être un canal un peu plus équilibré. Donc, ça nous arrange pas mal parce que ça permet de scaler les budgets assez facilement. Et c'est ce qui va nous permettre aussi d'allouer, mesurer pour mesurer. Ok, bon, si en vrai ça m'intéresse, mais l'utilité derrière, c'est de pouvoir allouer les budgets en fonction des plateaux rencontrés ou pas, et de remettre, typiquement comme disait Fanny cet été, un peu plus de awareness dans le mix pour aller débloquer des audiences qu'on n'a pas touchées jusque-là. Et comment est-ce que vous arrivez à faire pour calculer justement les canaux qui sont plus brand ou plus perf? C'est via ça, en fait. C'est exactement via ce modèle-là. C'est-à-dire que concrètement, je vais dire des chiffres au hasard, mais si la télé t'a apporté 30% de noto sur l'année, mais seulement 10% de clients, tu vas dire qu'elle est 3 fois plus awareness-driven que perf-driven. Voilà. Ouais, donc en fait, vous mixez les retours que vous allez avoir à la fois sur la partie brand tracker et sur la partie perf. C'est là où, du coup, en fait, tu vois l'utilité de mixer vos KPI que vous avez, vous aussi, en fonction des outils et des études que vous faites de votre côté. Et après, ça vous permet d'avoir un résultat par canal. Ouais, ça, c'est super intéressant parce que pour le coup, c'est pas un modèle que je vois souvent. Et je trouve que ça vous permet vraiment d'avoir une bonne vision de où est-ce qu'il faut bouger les curseurs en fonction de vos objectifs du moment. Et comme tu dis, on a envie de tout mesurer, même si c'est pas l'idée non plus, mais en même temps, ça donne quand même des bons ordres de grandeur pour savoir où est-ce que vous devez mettre vos efforts. Et après, vraiment, Marine l'a dit, et c'est hyper important, je trouve, c'est que oui, on va s'appuyer sur ces canaux qui sont plus awareness-driven quand on a envie d'aller chercher de la notoriété, mais la brand, elle est partout, en fait. Et tu vois, on va vraiment jusqu'à, par exemple, on va dire, le canal le moins
orienté noto qui va peut-être être Google, mais j'ai déjà fait des sessions avec avec la KISS pour retravailler en fait les balises et les mots-clés pour essayer de se dire ok, on va essayer de convertir, mais si on arrivait aussi à faire passer nos mots-clés, nos messages sur la marque, c'est hyper puissant. Et ça, j'ai jamais eu à me battre pour le faire. Au contraire, ça vient toujours des équipes de tiens, on va voir chez Fanny dans les équipes si on peut se challenger un peu sur tel mot-clé. Vraiment, c'est un message aussi pour peut-être les gens qui bossent dans la brand. Il ne faut pas attendre les campagnes télé pour travailler sa noto parce qu'on va être très frustrés. Ouais. On est obligés. Nous, ça fait 5 ans qu'on bosse ensemble avec Marine. On a eu plein de configurations différentes. Et à chaque fois, il faut s'adapter. Et il faut s'adapter à tes budgets. Et quand tu es en mode rentable, tu es plus perf. Et c'est pas pour ça que tu arrêtes de faire de la brand, en fait. Et ça m'intéresse justement parce qu'on voit là ce ping-pong que vous avez du coup entre vous qui est assez naturel maintenant, très fluide et tout. Mais j'imagine que ça s'est construit au fur et à mesure des années. Ça m'intéresserait peut-être d'avoir un peu votre rétrospective et vos apprentissages là-dessus pour nos auditeurs qui se disent bah ok, on voit que ça fonctionne. Ça me donne envie d'avoir plus de synergie dans ma boîte entre l'équipe brand et l'équipe perf. Comment est-ce que je peux faire et avoir un peu votre retour d'expérience sur ce qui fonctionne très bien et aussi peut-être les loupés que vous avez pu avoir en termes d'orga où ça a été des fois plus compliqué. Il y a une chose qui me vient en tout cas dans les fondements vraiment de la collab. Moi, je suis arrivée début 2020, enfin même fin janvier 2020 et quelques semaines après, on était en confinement. Donc, j'étais la première personne à l'acquisition, donc à la performance chez Wikaza. Et si tu veux, côté Fanny, vous étiez déjà 3 à l'époque. On était 3, ouais. Voilà. Tu avais une espèce de déséquilibrage. En tout cas, moi, j'avais vraiment beaucoup de choses à faire, à travailler, à mettre en place, à analyser au début. Et typiquement, le réflexe de Fanny, ça a été de me prêter ses ressources brand, en fait, en partie, pour aller travailler un peu plus sous le SEO qui avait été délaissé depuis un moment et créer du contenu. Et donc, en fait, avec le SEO, le CRM, c'est des sujets qui sont aussi très contenu orientés. Donc ça peut être un exemple de... Ok, en fait, quand on sent qu'il y a un déséquilibrage d'un côté ou de l'autre, c'est pas la guéguerre de service qui peut se passer, peut-être à d'autres endroits. Mais ça va être plus de se dire, en fait, où est-ce qu'on veut aller, comment on peut le faire et quels sont les moyens à notre disposition à toutes les deux pour le faire, en fait. C'est peut-être un exemple un peu parlant. C'est parlant. Et après, est-ce que ça se passe toujours bien on fait très bisounours, mais en vrai, oui, pas mal. Mais parce que je pense qu'on a vachement de respect mutuel et de compréhension de nos métiers. Ouais. Tu vois, on connaît nos zones d'expertise chacune et aussi les zones de kiff de l'une et de l'autre. Et on essaye de s'appuyer l'une sur l'autre. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, je pense, une forte dimension politique qui fait que si tu n'as pas, encore une fois, à t'affirmer et à te battre pour tes budgets ou pour ta crédibilité en interne, c'est une autre histoire. Mais là, c'est vrai que ce qui est assez fort, c'est que non seulement on ne pompe pas l'énergie l'une de l'autre, mais on se nourrit aussi ensemble. On est vraiment un vrai soutien. Et puis on a toujours... comme on est complémentaires, c'est super d'avoir un deuxième regard, en fait. Et même pour la gestion globale du marketing, si tu as 2 cerveaux sur le marketing, c'est quand même une vraie richesse. Après, c'est bien de dire ça quand peut-être dans une organisation c'est plus compliqué et que tu as plus de concurrentes. Il n'y a pas de recette miracle, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même plus à aller gagner pour la boîte et pour chacun à s'aligner entre perf et brand que l'inverse. Et ouais, je note cette flexibilité que vous avez aussi entre vous et la polyvalence de dire justement, on travaille ensemble et on s'entraide et ce truc aussi de on apprend du métier de l'autre et on comprend les enjeux de l'autre. Et du coup, ce qui fait que toi, dans ton propre métier, tu n'as pas la même vision quand tu sais ce que les autres équipes font. Et du coup, ça, je trouve que c'est intéressant aussi de voir ces peut-être mini-formations que vous avez un peu entre vous parce que c'est des métiers qui sont connexes mais différents. Et du coup, ça, c'est aussi cool de voir que c'est infusé chez vous et c'est quelque chose que vous faites régulièrement en fonction des enjeux de chacune. Complètement. Trop bien. Et pourquoi, du coup, selon vous, aujourd'hui, c'est essentiel et crucial chez vous pour Wikaza d'avoir autant de synergie entre la brand et la perf? Je pense que, il y a aussi un aspect au quotidien, évidemment. La brand va servir la perf et la perf va servir la brand pour déployer, en fait, évangéliser de nouvelles audiences, conquérir de nouveaux clients, de nouveaux professionnels. Et puis, à un peu plus moyen terme, long terme, c'est assez difficilement mesurable. Mais en fait, créer cette forte identité de marque et cette différenciation, ce discours, ça va générer plus d'attachement en fait côté client.
Et s'il y a plus d'attachement, en fait, je pense que la loyauté va avec. Donc, en fait, il va y avoir plein d'externalités positives à presque à cet avantage concurrentiel, en fait. Si je rapporte à des chiffres, plus d'attachement, c'est plus de rétention, donc c'est plus de LTV. Et nous, chez Wikasa, côté marketing, on raisonne beaucoup aussi avec un ratio assez simple et basique, mais qui a énormément je trouve qui est hyper intéressant, c'est le ratio LTV sur CAC. Donc, quand on arrive à augmenter la LTV, le ratio augmente. En parallèle, ça va libérer en fait un peu de pression sur les CAC, c'est-à-dire que globalement, on va pouvoir se permettre d'acquérir peut-être à coût un peu plus élevé ou constant en étant plus rentable de nouvelles audiences, de nouveaux clients. Voilà, cet attachement, cette loyauté, elle nous est bénéfique à tous puisqu'elle va servir directement le business en fait. À plus moyen terme, c'est difficilement mesurable, mais encore une fois, mais en fait, on y croit puisque les LTV chez Wikasa ne font qu'augmenter année après année, donc il y a forcément une corrélation qui va se créer aussi à ce niveau-là. Et peut-être, j'allais dire, juste pour compléter, quand tu parles de LTV, du coup, c'est la durée de vie moyenne d'un client. Et du coup, vous êtes prêt à payer plus cher pour un client s'il reste plus longtemps chez vous. Peut-être préciser un peu ça. Oui, alors on le regarde plutôt qu'en durée de vie, ça va être plutôt la valeur vie du client. Donc la somme de la marge générée qui va générer en moyenne sur les années de sa vie de client. Après, pour pas attendre trop longtemps, nous on la fiche dans le temps, c'est-à-dire que souvent on la regarde à 1 an par exemple. On considère que c'est une bonne durée pour nous, suffisamment réactive et suffisamment courte et en même temps pas trop longue pour avoir des résultats qui bougent dans le temps. Et donc on va regarder cette LTV générée à 12 mois sur le CAC, donc le coût qu'on a payé au moment de l'entrée du client. En fait, et on va regarder si ce ratio évolue dans le bon sens. Bon, évidemment, il faut qu'il soit supérieur à 1, mais le mieux c'est de maximiser. Et pour terminer, pour clôturer cet épisode, quels sont les conseils ou les apprentissages que vous pourriez partager à nos auditeurs à qui vous avez certainement donné envie d'avoir plus de synergie entre les équipes brand et les équipes perf? Alors moi, j'ai 2 choses que j'aimerais partager. D'abord, une première chose à l'attention de mes amis de la brand, parce que je trouve qu'on nous en demande beaucoup. On demande beaucoup à tout le monde dans toutes les boîtes et tout, mais ce qui n'est pas évident côté brand, c'est que souvent, on a quand même des profils créatifs, on aime les belles histoires, on est quand même plus à l'aise avec les mots et on peut se spécialiser en data. Il y a aussi des gens en brand qui sont très bons en data. Voilà, on peut apprendre, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, ce n'est pas notre première zone de kiff, le suivi des chiffres et de l'impact de ce qu'on fait. La double peine, c'est qu'on est sur le terrain où c'est en plus le plus difficile de chiffrer les choses. Donc, tu vois, il y a quand même une espèce de truc pas évident à craquer. Et donc, il faut absolument, on a besoin des gens de la perf et de la kit et des gens qui aiment, plus que le fait de maîtriser, en fait, qui aiment ça, qui aiment les datas, qui aiment mesurer. On a besoin d'eux pour nous aider à mesurer l'impact. Et surtout, si on fait pas ça, et si tu es en guerre avec la personne de la perf et qu'elle n'a pas envie de voir l'impact, l'incrément de tes campagnes brand sur la perf, elle ne les verra pas. Il y a un truc comme ça où, de toute manière, on n'a pas le choix, on est coincé. Et en plus, on a beaucoup à gagner à travailler avec des gens qui, vraiment, j'insiste sur qui aiment la data. Moi, en tout cas, ça m'a non seulement appris des choses de bosser avec Marine, mais j'ai appris à aimer ça aussi, tu vois, plein de choses. Tu ne pensais pas imaginable au démarrage. Non, c'est pas ce que je préfère, franchement. Mais même maintenant, aujourd'hui, tout le monde a envie d'avoir une preuve de l'impact de son travail. Bien sûr. Et c'est là que tu comprends l'impact de la data. Et quand tu as un vrai soutien qui t'aide à montrer ça et avec qui tu n'es pas en concurrence, c'est vraiment un truc qu'il faut développer. Donc, c'est facile à dire une fois que j'ai dit ça pour créer le lien et tout. Mais les gars, faites ce que vous savez faire de mieux, c'est créer du lien, créer du relationnel. En général, on n'est pas mauvais en brand là-dessus parce qu'on aime, on aime le lien, on aime les belles histoires. Donc, allez-y et créez du lien. Et l'autre chose, c'est plutôt à destination donc, des gens du marketing qui ne seraient pas encore convaincus par l'impact de la brand. J'ai acquis la conviction ces dernières années qu'une des fonctions de la brand, de la marque, c'est vraiment d'aider à la prise de risque. C'est-à-dire qu'on est là pour construire une singularité. Et je suis convaincue que tu ne fais pas de la perf à long terme si tu ne t'affirmes pas dans le paysage et qu'à un moment, tu assumes qui tu es. Et souvent, dans des échanges que je peux avoir au marketing ou avec d'autres équipes, ou mon équipe, on va être un peu les gens qui vont dire « Ok, là, il faut faire un choix et on va faire ce choix-là parce que c'est cohérent avec qui on est. » Et je sais que des fois, c'est tentant, peut-être côté perf, d'aller donner exactement à la personne ce qu'elle a envie d'avoir. Enfin, tu vois, de matcher, de faire du micro-matching. Sauf qu'à un moment, tu veux être une marque forte, et tu t'affirmes. Sinon, t'es une marque toute lisse, toute bleue, parce que les gens adorent le bleu et ils vont cliquer sur du bleu, tu vois. Et donc, c'est ça, en fait. On est là pour vous aider à la prise de risque. Et faites-nous confiance là-dessus. Je pense qu'on a pas mal à apporter. Voilà.
Oui, niveau conseil de mon côté, peut-être un petit conseil pour les marketeurs qui sont plutôt côté brand, d'être un peu curieux, d'essayer de comprendre comment ça marche côté perf, c'est cool. Et puis peut-être un petit conseil en plus, c'est de dire que ne croyez pas tout ce qu'ils vous disent en fait. Enfin, je vais mettre mon équipe à dos, mais en gros, tout n'est pas mesurable, tout n'est pas traquable, tout n'est pas linéaire, tout n'est pas. Il y a des parcours multitouches, multi-device. Donc en fait, c'est hyper complexe. On est aveugle sur 50% de la donnée, quoi qu'on veuille, quoi qu'on fasse, et on ne sait pas quelle est la moitié qui nous manque. Donc en fait, à un moment, ne vous faites pas non plus complètement avoir par leur discours qui vise à tout traquer. Et je suis comme ça, hein. Mais en fait, on sait que c'est pas vrai, on sait que c'est faux et on sait que c'est des proxys acceptables. Mais voilà, que 100% de la donnée, ça n'existe pas. Donc ça, c'est la première chose. Bon, essayez de comprendre leur mindset. OK, ils veulent traquer, mais ils n'ont pas non plus toute la vérité, tout le savoir. Et ensuite, effectivement, une fois qu'on a compris ça, d'essayer peut-être... c'est un peu ce que disait Fanny, mais côté brand, de se dire, OK, en fait, on va pas se corrompre à aller lire des chiffres, à les regarder, à les suivre. Ça peut être des métriques assez simples. Enfin, chez Wikasa, il y a une métrique que tout le monde connaît. Côté brand, c'est notre niveau de notoriété. En fait, ça bouge pas ça bouge tous les 3 mois, mais ça va. C'est un chiffre qui reste facile à suivre. D'aller regarder, d'aller mesurer ses attributs de marque, par exemple. C'est quelque chose qu'on fait de temps en temps auprès de notre audience. Sur les attributs qu'on veut faire bouger, comment on est évalué. En fait, c'est quand même... ça permet de chiffrer et ça permet aussi de... Franchement, c'est plus facile ensuite pour les personnes de la brand d'évangéliser en interne. Parce qu'en fait, quand même, la majorité des personnes vont fonctionner comme ça et mettre un chiffre derrière une action, ça rassure tout le monde. C'était peut-être un petit peu ça. Voilà, on peut trouver un terrain d'entente entre perf et marketeux et brand marketeux. C'est possible, mais il faut un petit peu chacun aller vers l'autre. Voilà, ça peut passer par du relationnel, mais aussi des manières de travailler peut-être un peu plus curieuses, qui ont envie de découvrir un peu plus comment les autres fonctionnent dans leur quotidien. Trop cool. Et ça me fait penser, petite question complémentaire. Tu vois, quand on n'a pas forcément la possibilité de pouvoir mesurer tout ça, si on est peut-être une marque plus jeune, moins développée et tout, moi j'ai le sentiment, et du coup j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, que même si on a plus de mal à mesurer, il faut quand même infuser ça dès le début. Selon vous, du coup, est-ce que c'est une synergie à mettre en place dès le début ou qui va venir en fait au fil du développement de l'entreprise ? Si, il y a pour les petites marques, les petites boîtes qui nous écoutent, oui, évidemment, faites-le dès le début. Après, ce sera que de la dette à rattraper. Ça se fait encore, mais en tout cas, nous, de notre expérience, c'est quand même ce qu'on en tire, c'est que ça nous a aidé que ce soit fait dès le début. Oui. Et de parler de marque et de se dire, tiens, on fait une plateforme de marque si tôt dans l'histoire de la boîte, ça aurait pu être vu de l'extérieur comme un truc un peu pompeux ou inutile, et pas du tout, quoi. Ça a été vraiment les fondations. Complètement, et c'est facile de le dire aujourd'hui, vu le succès de Wikasa, mais franchement, ce sera toujours moins coûteux de le travailler dès le début, et ça permet d'aller plus vite dans la bonne direction. Enfin, c'est vraiment... Moi aussi, j'ai vraiment découvert l'impact et la force de la brand en arrivant chez Wikasa, et honnêtement, j'en suis fervente convaincue aujourd'hui, quoi. Donc faites-le. Et peut-être un petit exemple concret, mais il y a eu par exemple, des retours quand on était beaucoup plus petit, des retours sur des mails CRM hyper brandés, un contenu hyper sympa, hyper chiadé. Je me souviens même plus quel il était, mais il y a quand même des gens qui prennent la peine de nous répondre pour nous dire que ça les a émus, ça les a fait rire, ça les a fait pleurer. Enfin, donc en fait, c'est... OK, vous avez peut-être pas les outils pour mesurer ou le budget ou la taille suffisante, mais il y a des micro-signaux qui ne trompent pas. Franchement, go, quoi. Trop cool. Très bon mot de la fin. Trop cool qu'on termine là-dessus. Écoutez, merci beaucoup Fanny, merci beaucoup Marine pour tout ce que vous nous avez partagé. C'était vraiment un super épisode. Merci Léa, c'était très chouette. Merci Léa. À très vite.